après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec Insit. Toujours aussi ému et content de voir du monde à ce temps de la ruralité, ce temps qui veut être à la fois un rendez-vous de convivialité d'une part, mais aussi au service de celles et ceux qui font tous les jours dans nos territoires ruraux, qui inventent des solutions, des maires ruraux, des responsables associatifs, des projets fantastiques. Et l'idée, c'est de participer à mieux se connaître, plus faire ensemble et participer à une chaîne un peu de développement de nos projets où une expérience dans le sud du Gers peut servir au sud de la Corse ou dans le nord de la Normandie et faire en sorte de casser cette atomisation des territoires ruraux. En tous les cas, c'est tout l'enjeu de ces cafés de campagne. Merci à toutes et à tous d'être là. La dernière fois, nous avions traité des questions d'Europe avec un café de campagne extrêmement riche en termes de réflexion et d'inspiration. Et bien, cette fois-ci, nous allons traiter des questions de transition écologique, parce que c'est un sujet, bien sûr, majeur et qui touche l'ensemble de la planète et, bien sûr, particulièrement nos territoires ruraux. Donc, je suis très, 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 très heureux d'accueillir Ulysse qui est avec nous. D'abord, qui est un garçon qui a fait de belles études, puisqu'il était ingénieur en bioressources et facilitateur. Et il est également un petit peu salarié d'Insit depuis quelque temps, puisque nous menons une aventure commune dans le département de l'Orne et donc en Normandie avec lui, puisqu'il est développeur d'Insit en Normandie. Et il a fait une expérience, il a mené une expérience extraordinaire il y a un an, il y a 2 ans maintenant, Ulysse, avec une expérience qui s'appelle la route en commune, au service d'un état des lieux de nos campagnes et des mairies. Alors c'est très très étonnant, il va nous en parler, c'est extrêmement audacieux d'une part, c'est très frais et fort utile. Il en a sorti un livre qui va nous présenter. Il est allé faire le tour des maires de l'Orne pour les questionner sur la question de la transition écologique. Et il l'a fait à vélo. D'une part, c'est un garçon qui est musclé, c'est bon pour la santé, mais surtout, ça a été bon pour, je crois, pour la démocratie globalement, et puis aussi pour l'idée qu'on se fait d'une démarche qu'on aime bien à Insit, qui est une démarche beaucoup plus transverse, beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus qui se co-construit avec les gens. Alors Ulysse, sans perdre de temps, parle-nous un petit peu de comment ça t'est venu, cette idée d'abord, et puis voilà, comment c'est né d'abord. Merci beaucoup. Donc ouais, moi je suis Ulysse Blot, donc ingénieur en bioressources et en fait j'ai travaillé pendant plusieurs années à Paris en tant qu'ingénieur et puis je me suis rendu compte qu'en fait même si les choses bougeaient, elles bougeaient extrêmement lentement dans les grandes villes à cause de l'inertie, à cause de la taille de ces villes, de la politique aussi locale qui fait que les choses bougent mais très très lentement. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en dehors des grandes villes? Et comme j'en savais absolument rien, j'ai pensé que la meilleure façon de savoir, c'est d'aller directement sur place et de poser la question. Et donc, j'ai pris mon vélo à l'été 2019 et je suis parti à la rencontre de ces maires tirés au sort, un maire par jour pendant 3 mois. Et donc, pendant 3 mois, de mi-avril à mi-juillet 2019, j'ai fait le tour à vélo du Calvados en Normandie pour poser à ces maires tirés au sort des questions très concrètes sur comment ils gèrent leurs ressources en eau, en énergie, en agriculture, et sur comment est-ce qu'ils impliquent leurs citoyens avec comme objectif de faire un état des lieux de la situation et surtout de savoir ce qui se passe dans les communes normales. Parce que je me suis rendu compte qu'on parle souvent, très souvent des grosses villes ou de quelques communes un peu exemplaires en France, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe dans les autres communes, celles où notre grand-mère habite, celles par lesquelles on passe pour aller faire les courses, celles où on travaille, enfin toutes ces autres communes. Et donc, en tirant au sort, j'ai pu avoir une vision un peu globale de toutes ces communes et d'avoir cet état des lieux de ce qu'on peut appeler la transition écologique, mais plus concrètement de la gestion des ressources et de l'implication des citoyens. Donc, dans une démarche extrêmement concrète, alors on n'est pas sur, on fait des grandes phrases sur quelle est la situation de l'état écologique de la planète, on n'est pas sur des grands raisonnements, mais au cœur même
de la problématique de ces communes. Quel a été l'accueil que t'ont fait les maires dans le Calvados, et pas le Langue, que j'ai dit tout à l'heure? Bah, c'était vraiment, ils ont vraiment ouvert leurs portes parce que donc ces maires étaient tirés au sort et donc un maire par jour pendant 3 mois, 64 maires au total, puisqu'il y a 64 jours ouvrables dans 3 mois. Et donc je leur envoyais un mail disant bah, bonjour, je suis Ulysse Blot, je fais un tour des maires du Calvados, je passe dans votre commune, vous avez été tiré au sort, je passe dans votre commune tel jour, est-ce que vous serez disponible pour me rencontrer? Et en fait, ils ont quasiment tous accepté. C'était vraiment intéressant de voir à quel point ils étaient accessibles, ou du moins ils se rendaient accessibles, et ce, quelle que soit la taille de la commune, puisque j'ai rencontré le maire de Périgny où il y a 58 habitants et le maire de Caen où il y en a 100 000. Et donc, vraiment un très, très bon accueil de tous ces maires qui ont pris le temps de répondre à mes questions. Et puis aussi, un élément important, c'était que toutes mes questions, enfin, toutes les réponses ont ensuite été anonymisées dans la synthèse que j'ai publiée, ce qui faisait qu'ils pouvaient aussi se permettre de partager avec moi des choses plus intimes, plus de l'ordre de la réflexion et plus des choses qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de partager avec d'autres maires. Et donc, j'ai pu récolter en fait toute cette réalité sur des choses très concrètes. Hein. Comme tu disais, Thibaut, les questions, c'était d'où vient l'eau potable qui sort du robinet et non pas est-ce que vous êtes pour ou contre l'écologie. Donc, vraiment très, très, très concret. Et ça a aussi permis à tous ces maires d'exprimer ce qui se passait dans leur commune et d'avoir cette vision globale de cette réalité aujourd'hui des campagnes, en tout cas du Calvados. Mais en même temps aussi globale, puisqu'en fait, suite à la publication de cette étude, il y a eu des téléchargements partout en France. Il y a eu plus de 10 000 téléchargements et en fait, les téléchargements se font sur le site et je demande à chaque fois le code postal de ceux qui téléchargent et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un seul département où il n'y avait pas eu de téléchargement. Et les retours des gens, c'était en fait ce que tu racontes dans ta synthèse, ce qui se passe chez moi, c'est exactement la même chose. Et donc, c'était un bon aperçu du fait que cette réalité était partagée partout en France. Dans le tour que tu as fait, qu'est-ce qui t'a marqué et tu t'y attendais pas, voilà. Qu'est-ce qui t'a surpris là parce que j'imagine avant de faire un tour comme ça, de rencontrer plusieurs dizaines d'élus, presque une centaine d'élus, forcément on se dit, bon voilà, ce à quoi je vais être confronté. Mais qu'est-ce qui t'a surpris quand tu as rencontré ces maires sur cette thématique? Qu'est-ce qui t'a saisi dans un premier temps? Bah, en fait, tout, parce que moi, à la base, je suis parisien, je connais absolument pas ce monde-là, et c'est pour ça que j'ai voulu partir à cette rencontre. Et donc, il y a énormément de choses qui m'ont surpris, plein d'a priori que j'avais, plein de visions que peut avoir un Parisien sur le reste de la France. Et donc, c'est aussi pour aller au-delà de ça que je suis parti concrètement à la rencontre. Mais s'il y a vraiment un élément fort qui, moi, m'a marqué durant ces entretiens, c'est le fait que les maires pensent impossible des choses que d'autres ont réalisées. Dans le sens où j'allais voir un maire, je lui demandais, ben voilà, il m'expliquait qu'il avait essayé plein de choses, que tout était impossible, que à cause de l'intercommunalité, à cause d'autres raisons, qu'il avait plein de projets mais qu'il ne pouvait rien faire, mais que lui, la seule chose qu'il avait réussi à faire, c'était à monter un magasin de producteurs, par exemple. Et puis le lendemain, j'allais voir un autre maire, très souvent son voisin, qui me disait que tout ça, c'était impossible, mais que même monter un magasin de producteurs, c'était impossible, mais que lui, la seule chose qu'il avait réussi à faire, c'était à impliquer des citoyens dans une commission municipale. Et en fait, sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte, mais après, en relisant toutes les interviews, je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait été listé comme impossible avait été réalisé par un autre maire. Et là, c'était fascinant parce que je me suis rendu compte que la limite du pouvoir du maire est extrêmement floue. Parce que, voilà, en allant voir des maires tirés au sort, pas seulement les maires un peu innovants qui avaient connu pour faire une cantine de produits locaux ou autre chose, non. Juste ces maires tirés au sort ont tous réussi dans l'ensemble, à la totalité, à faire quelque chose que d'autres pensent impossible. Et ça m'a vraiment donné ouais, l'envie d'aider à faire passer ce message que voilà, la limite du pouvoir du maire est floue et qu'en fait, énormément de choses sont possibles au niveau local. Ce qui est tout à fait l'état d'esprit d'Insight et de ces cafés de campagne, de dire voilà, ce que l'on fait à un endroit, ben, le fait de le répercuter dans d'autres endroits et d'en parler tous ensemble, ça inspire et ça permet à des gens de dépasser des blocages ou des idées reçues sur telle ou telle action potentielle. Dernière ou avant-dernière question, Ulysse, pour toi, quels sont les enseignements majeurs que tu as retirés avec l'ouvrage que tu as pu écrire sur cette question de la transition et des territoires ruraux? Alors, pour faire la suite par rapport à la réponse précédente, quand on dit que c'est possible, en tout cas que ce n'est pas impossible, ça ne veut pas dire que c'est facile. Les choses, tous ces projets-là sont, enfin, pour certains maires, ils l'ont mis en place parce que
parce qu'ils avaient soit des connaissances préalables, soit un réseau préalable. Enfin, il y a plein de raisons qui facilitent la mise en place de ces projets-là, quels qu'ils soient. Donc, ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément rapide, c'est pas forcément. Enfin, voilà, mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Donc, c'est vraiment pour moi l'élément le plus central. Et donc ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a énormément de ressources, quelles qu'elles soient, dans ces communes, que ce soit des ressources physiques comme l'eau, l'énergie, l'agriculture, mais aussi des ressources humaines de citoyens qui ont plein de compétences et que très souvent, en fait, on sous-utilise ces ressources, on ne les utilise pas ou très peu, et que les maires, en fait, et les élus de manière générale, ont de l'or dans les mains parce qu'il y a énormément de choses qui sont possibles. Et donc, quand il y a une commune ou une équipe qui met en place un projet et qui valorise cette chose-là, on a l'impression que c'est le projet qui est incroyable, alors qu'en fait, c'est ce qu'elle valorise et tout le monde a déjà ça chez soi, sans forcément en prendre conscience. C'est que, donc ouais, qu'il y a un vrai potentiel au niveau de ces communes, d'une part, et puis aussi une vraie volonté. Les maires que j'ai rencontrés, ils ont tous envie d'agir, ils ont envie de faire des choses, mais ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, par quoi commencer, qui aller voir, que faire en premier, qu'est-ce qui est possible, où est-ce que ça a déjà été réalisé. Et donc, il y a une vraie étape. La suivante, c'est voilà, de se poser la question de comment est-ce que concrètement on s'y prend. Et donc, c'est pour ça que cette envie, moi, de lier tous ces élus qui ont envie de faire et qui ont déjà fait, ou même des élus qui, ensemble, ont envie de faire, de partager de l'expérience sur le processus, sans forcément s'intéresser aux résultats. Mais donc, il y a une vraie envie de tous ces élus d'agir concrètement et surtout, pas forcément sur des sujets de la transition écologique, qui sont des thèmes assez politiques et qui sont assez clivants, mais vraiment de revenir à des choses très concrètes. Tout ce qui est par exemple les circuits courts. On peut difficilement être contre des circuits courts parce que ça permet de valoriser les ressources et les agriculteurs locaux. Et donc de travailler sur ces angles-là de circuits courts et d'implication des citoyens pour vraiment concrètement améliorer la qualité de vie des habitants, créer de l'emploi local, renforcer le lien social, enfin toutes ces choses qui sont formidables et qui semblent folles, mais en fait accessibles quand on prend conscience que c'est possible et qu'on prend exemple sur d'autres qui l'ont déjà fait. Merci, merci Ulysse pour ce témoignage extrêmement riche et très dynamisant et inspirant. Alors c'est le moment de poser vos questions à Ulysse. Vous avez en bas à droite de votre écran réaction, vous pouvez cliquer dessus et vous avez levé la main et ensuite je prendrai votre question directement si vous avez des questions à poser à notre ami Ulysse sur sa route en commune qui est en train d'ailleurs de penser un peu la suite du développement sur la question des ressources avec le réseau Bleu Blanc Zèbre. On est en train de réfléchir au développement. Yves, à toi. Ah, il faut que tu enlèves tu rebranches ton micro. C'est ce que j'ai fait. Voilà, très bien. Ulysse, merci. C'est très intéressant pour nous ce reportage. Ça confirme ce qu'on ressent en tant que maire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une prise de conscience générale quand même de la société à tous les niveaux, mais qu'on est confronté à des clivages. Tu parlais de clivages en parlant de la transition écologique. Qui dit ruralité dit agriculteur. Qui dit agriculteur, création de valeur dans les territoires ruraux. Et aujourd'hui, moi je mets en place, je suis vice-président de la transition écologique au niveau de ma Comcom, donc j'avance, mais je m'aperçois qu'il y a des conflits en fait entre les agriculteurs qui veulent faire de la céréale par exemple, qui ont besoin de couper les haies, et la prise de conscience de gens qui protègent les haies, qui ont des comportements vertueux. On a du mal à trouver un consensus entre ces deux sensibilités qui entrent en conflit dans les villages où il y a encore des agriculteurs et encore de la création de valeur des agriculteurs. Ulysse, une petite réaction par rapport à ça? Ulysse? Il est parti Ulysse ou je ne vois plus Ulysse. Merde, ça c'est la première fois que ça nous arrive. Il fallait que ça arrive un jour. Il est parti en voyage, Ulysse. Pourtant, c'était pas méchant ce que tu as dit. C'était assez frappé au coin de bon sens. Donc, il n'a pas pu être en te disant ça va bien maintenant, merci. Toi aussi, tu dois avoir ce problème, oui. Tous les maires ruraux. Bon, je vais lui mettre de la chanson de Brassens sur Ulysse.
Alors, Ulysse, bon, eh bien, écoutez, on va passer. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque, une question, un témoignage à apporter? Peut-être qu'il a dû avoir une rupture de réseau, notre ami Ulysse. Pensez bien à appuyer sur le petit bouton en bas. Ulysse revient, oui, très bien, absolument. Alors, en tous les cas, oui, alors vas-y, Daniel. Oui, suite à Yves sur sa description, hein, il nous a dit qui dit ruralité dit agriculture. J'oserais dire maintenant qui dit ruralité disait agriculture. Le visage de la ruralité a aujourd'hui profondément changé. Certes, l'agriculture occupe la plus grande partie de l'espace, et pour autant, quand on regarde sur le plan social, on y trouve toutes les catégories sociales qui puissent exister en France, au cœur du Cantal, au cœur de la Lozère, au cœur de Paris. On voit même que dans les grandes villes, par exemple, c'est le cas chez nous, lorsque on veut créer un espace particulier, notamment par exemple sur les personnes âgées, on crée un hameau. C'est-à-dire qu'on va récupérer du vocabulaire de la ruralité pour identifier des opérations qui se mènent dans des cœurs de ville. Donc moi, mon témoignage, c'est plutôt de dire qu'aujourd'hui, alors outre le fait qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des ruralités, je pense que dans les ruralités aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir. Et ma question à l'égard d'Ulysse, c'était de savoir s'il avait un questionnaire type pour chaque maire, ou bien est-ce qu'il rencontrait chaque élu, j'allais dire à boule pour point, comme l'envie lui prenait de poser des questions. Merci. Et comme Ulysse est revenu, Voilà. parce qu'Ulysse revient toujours, Ouais, il peut y répondre. Bah oui, effectivement, en fait, le questionnaire était tout le temps le même, puisqu'en fait, il a été monté en amont avec un comité de pilotage, avec des chercheurs, des journalistes, des sociologues et un élu, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir en fait comparer les réponses de ces maires, donc avec exactement toujours le même questionnaire d'ailleurs qui est disponible à la fin de l'étude, qui est téléchargeable sur le site de La Route en Commune, parce que l'idée, c'est aussi que chacun puisse se servir de ce questionnaire pour aller déjà soi-même s'interroger sur ces questions, notamment la question de d'où vient l'eau potable qui sort du robinet, mais aussi pouvoir éventuellement aller poser la question à d'autres élus partout en France, dynamique citoyenne qui en fait a pris aujourd'hui, puisque il y a des gens qui sont venus me voir à la fin de mon périple en disant trop bien ton projet dans le Calvados, est-ce que tu pourrais venir maintenant dans mon département? Et je leur répondais non, voilà, c'est vous qui allez vous-même faire cette étude dans votre département, et en fait ça a bien marché. Et en ce moment, avec l'association Bleu Blanc Zèbre, on multiplie l'étude au niveau national. On encourage tous les citoyens à prendre ce questionnaire et à aller interviewer des maires partout en France, tirés au sort, pour en fait massifier cette étude et prendre conscience de ce qui se passe autre part en France entière. Allez, 2 questions encore. Gérard Peltre et Julie. Gérard, à toi. D'abord, bienvenue à nouveau, Gérard. Tu étais là la dernière fois comme intervenant, ça me fait chaud au cœur de te revoir. Et moi aussi, c'était un peu sioux compte tenu des visions que j'ai aujourd'hui, mais bon, ça c'est mon problème. Moi, je vais juste réagir à ce que disait notre ami Daniel Pougeot. C'est vrai qu'en pourcentage et en nombre d'actifs, aujourd'hui, les agriculteurs peuvent être minoritaires et même très minoritaires dans nos territoires ruraux, parce que moi, je préfère parler aussi de diversité des territoires ruraux que de ruralité au pluriel, pour donner un sens proactif à la dynamique. Mais l'enjeu pour nous, c'est de ramener les agriculteurs des territoires dans leur diversité, dans le challenge de développement des territoires ruraux. Et là, on a un gros travail à faire, parce que les agriculteurs dans leur diversité sont dans des préoccupations économiques et sociales qui ne percolent plus toujours avec les dynamiques territoriales. Et il y a un vrai enjeu, et là, les maires ruraux sont essentiels pour ça, en prenant cette conscience-là, de ramener les agriculteurs vers les dynamiques des territoires. Ils ont encore énormément d'organisations, d'espaces, de centres de formation, d'associations de formation qu'ils ont initiés, qui peuvent faire ça, mais il faut que les uns et les autres réintègrent les dynamiques de territoire et en deviennent des champions. Et ça, c'est hyper important au niveau européen aussi, parce qu'au niveau européen, la PAC, elle n'est pas qu'agricole, mais elle est en train de le devenir ou de le redevenir si on y prend garde, si elle s'isole dans les enjeux agricoles, et Dieu sait qu'ils sont essentiels, notamment pour les préoccupations alimentaires et écologiques. Il est important que tout ça se fasse en bonne intelligence avec la diversité des autres acteurs.
Et ça, c'est notre rôle, et c'est le rôle d'INSIT également. Merci Gérard. Julie, et puis après on passera la parole à Ulysse pour conclure. Oui, bonjour à tous. Merci pour ton témoignage, Ulysse, qui fait vraiment écho avec le projet que je porte actuellement, qui s'appelle la Montagne Conte. Et donc, j'ai eu une démarche un peu similaire à la tienne, pas en partant à vélo, mais en partant à pied, traverser les Pyrénées à la rencontre de porteurs de projets à impact positif. Et ce qui est beaucoup revenu dans cette traversée des Pyrénées que j'ai faite l'an dernier, du coup, à la rencontre des acteurs des territoires ruraux, mais montagneux, c'est l'envie d'avoir des démarches plus collectives. Et c'est quelque chose sur lequel butaient beaucoup, j'ai l'impression, les gens que j'ai rencontrés, de trouver des moyens de fédérer, mais vraiment l'ensemble du territoire. En montagne, il y a beaucoup de conflits d'usage, que ce soit un usage récréatif ou professionnel de la montagne. Et du coup, on sent qu'il y a des tensions. Et je me demandais si tu avais rencontré, toi, dans le Calvados, des initiatives ou des façons de faire qui permettent de fédérer largement, comme tu parlais, d'implication des habitants. Merci Julie pour ce témoignage et ce voyage dans les Pyrénées, territoire magnifique hein, par ailleurs. Ulysse. Alors, effectivement, la réalité du Calvados est très différente de celle des Pyrénées, même s'il y a un petit endroit qui s'appelle, parce que c'est quand même assez plat, même si ça reste très vallonné quand même. J'ai découvert, je pensais à la base, on me demande souvent pourquoi je suis parti dans le Calvados et je réponds parce qu'il y a une grande diversité de communes, ça va peut-être voir un petit peu de tout. Mais en vrai, c'est aussi parce que je croyais que c'était plat. En fait, ça n'est pas du tout. Notamment, il y a un endroit qui s'appelle la Suisse normande, voilà, un petit endroit gentiment vallonné. Donc oui, des méthodes d'implication des habitants, de manière générale, parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte que très souvent, les maires dirigent seuls les mairies, parce que c'est plus simple quand on dirige soi-même toutes les choses. Et je me suis rendu compte que les conseillers étaient souvent volontaires, mais avaient peu de place pour vraiment contribuer. Et donc, on avait un maire extrêmement occupé, sous l'eau, qui n'avait pas le temps de prendre du recul et avoir une vision, et des conseillers qui voulaient aider, mais qui étaient souvent peu impliqués. Et donc, aujourd'hui, quand je travaille avec des élus, j'aime bien faire en sorte que justement, avant de vouloir impliquer les citoyens dans l'ensemble, déjà qu'on arrive à impliquer les conseillers municipaux dans le processus de décision, qui est un processus lent et qui permet ensuite d'avoir une équipe vraiment forte. Donc ça, c'est déjà j'ai rencontré quelques communes qui avaient vraiment ce travail-là. Moi, j'ai un maire qui m'a dit, moi, en fait, avec mes conseillers municipaux, je ne suis pas maire, je suis conseiller municipal. J'ai été élu maire par les conseillers auprès des habitants, mais je ne suis maire qu'auprès des habitants, pas auprès de mon conseil. Je ne fais que je siège comme n'importe quel conseiller. Donc ça m'a pas mal parlé là-dessus. Mais une fois qu'on a réussi à impliquer les conseillers dans le travail et vraiment à former une équipe de travail à ce sujet-là, et à libérer le maire de ses obligations vraiment terre à terre, enfin de ne pas le libérer, mais de prendre un peu de recul, il y a tout le travail avec les habitants. Et ça, c'est vraiment c'est très complexe parce qu'on a aussi des dynamiques où en fait les habitants, il y a beaucoup de jeunes qui habitent dans les territoires que j'ai rencontrés qui en fait n'y habitent pas vraiment puisqu'ils ne sont là que ils ont leur maison là-dessus, mais sur ce territoire, mais au final le matin ils vont travailler dans la grande ville du coin et ils reviennent, ils ont fait leurs courses entre-temps au supermarché, donc ils ont peu de liens. Et j'ai beaucoup de maires qui ont été attristés en fait du fait qu'aujourd'hui les seules personnes un peu impliquées dans la commune sont les anciens qui ont encore ce lien-là, ce lien social entre eux, et que les jeunes ont peu ce lien et que ça se perd parce que forcément les anciens disparaissent. Donc il y a plein de méthodes et d'outils pour impliquer les citoyens. Je n'ai pas forcément le temps de les exprimer, mais il y a des méthodes surtout qui partent sur le principe que impliquer les citoyens, c'est bien, mais en fait, ce qui est vraiment fort, c'est de leur donner du confiance dans le pouvoir qu'ils ont, puisque même si le maire a un énorme pouvoir, comme je disais tout à l'heure, mais les citoyens l'ont encore plus, parce qu'on se rend compte qu'un maire qui veut, par exemple, pousser pour avoir une cantine avec des produits locaux, il aura peu de pouvoir au niveau de l'intercommunalité. Par contre, si tous les jours des citoyens appellent le maire en disant bonjour, j'aimerais qu'on ait une cantine avec des produits locaux pour valoriser nos agriculteurs locaux, il aura une légitimité pour agir au niveau de l'intercommunalité en disant voilà, nous, j'ai ce besoin-là, j'ai des habitants qui me poussent tous les jours et c'est épuisant. Et donc, les habitants ont aussi ce rôle-là de soutenir le maire, parce que en fait, je me suis rendu compte, il y a beaucoup de maires qui me disaient moi, je veux bien agir, mais j'attends que les habitants me demandent des choses. Et puis, je rencontrais des habitants parce que je dormais chez l'habitant tous les soirs, habitants que je rencontrais sur le chemin, qui me proposaient de m'héberger et qui me disaient nous, on attend que le maire propose des choses pour accompagner. Et donc, en fait, il y a un peu de chaque côté, chacun attend que l'autre agisse. Et donc, c'est aussi pour ça que ça pourrait bouger plus vite. Donc,
plein de choses possibles, plein d'exemples d'associations qui font des choses très concrètes. Je pense notamment à Solucratie qui permet d'impliquer des citoyens en faisant du porte-à-porte, parce que c'est difficile de faire venir les citoyens, mais d'aller à eux, c'est plus facile. Donc il y a plein de méthodes qui existent et on peut creuser ça à une autre occasion. Merci beaucoup, Ulysse. Elsa vous a mis le lien sur Converser, là, de la route en commune, vous pouvez aller voir. Merci pour ton témoignage. Merci pour cette action puis qui va continuer. Et puis de toute façon, tu es dans le réseau INSEAD, salarié d'INSEAD, et voilà, donc tu nous enrichis aussi de cette philosophie, de cette expérience-là. Je passe maintenant la parole pour notre deuxième intervenant à Camille qui va animer ce temps-là avec Benoît. Camille, à toi le micro. Merci Thibaut. Du coup, on a la chance de pouvoir accueillir Benoît de l'association Bienvenue en Transition et qui va du coup nous présenter cette belle structure et pourquoi du coup il en est arrivé à monter cette association. Du coup, je t'en prie Benoît. Merci Camille, bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Super. On a la chance d'accueillir 2 services civiques grâce à INSEAD dans l'association Bienvenue en Transition qui est basée à Arvieux, dans le département de l'Aveyron. Arvieux, un petit village de 800 habitants en zone de moyenne montagne, d'où je vous parle depuis un espace de coworking qui fait lui-même partie d'une zone d'activité numérique qui s'appelle le Jardin d'Arvieux. Et je vais commencer par vous parler de ça, puisque le Jardin d'Arvieux, donc ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, un tiers-lieu villageois, un tiers-lieu rural, et on en voit de plus en plus fleurir, et finalement la conséquence d'un regroupement, d'une démarche collective de la population locale qui, en 2014, s'est érigé en conseil villageois, si vous voulez, en démarche de démocratie participative et qui a travaillé sur une façon de résorber le déclin démographique du territoire. Voilà, puisqu'Arvieux, comme beaucoup de petits villages ruraux, est un peu dans une impasse. La population diminue, les services diminuent, et du coup, ça crée un phénomène de cercle vicieux. Et la dernière équipe municipale a décidé d'enrayer ce phénomène-là en sollicitant les villageois directement. Et donc, sur les 800 habitants de la commune d'Arvieux, une centaine ont joué le jeu. Et donc, animé par une facilitatrice sur toute la période du dernier mandat, donc de 2014 à 2020, les villageois se sont réunis par groupe thématique, donc une dizaine de groupes de travail visant à redynamiser le territoire. Et donc, parmi les solutions qui ont émergé de cette dynamique collective, il y a notamment eu un groupe villageois qui s'est créé pour accueillir des prétendants à l'installation sur le territoire, pour aider des personnes qui décident de changer de vie, des urbains qui veulent revenir à la campagne, qui ont besoin d'être accompagnés aussi dans leur réflexion pour trouver un travail en local, pour trouver un logement et créer les conditions pour que leur projet personnel puisse se réaliser sur le territoire. Il y a également eu une démarche de drive paysan qui a été mise en place, qui s'appelle les locomotivés. Voilà, c'est un drive paysan, bon, ça fleurit ça aussi un petit peu partout sur le territoire. Sur Arvieux, c'est 50 producteurs qui sont implantés sur un rayon de 30 km, avec Arvieux comme épicentre, et qui met en relation à peu près 350 consommateurs dans le département de l'Aveyron. Et c'est une initiative qui partage ses retours d'expérience. Il y a d'autres territoires en Aveyron et aussi ailleurs aujourd'hui qui sollicitent les locomotivés pour faire un petit peu la même chose. Et puis, il y a donc ce tiers-lieu villageois, le Jardin d'Arvieux, qui en fait regroupe, si vous voulez, c'est un peu une place de village, qui regroupe aujourd'hui donc le coworking, d'où je vous parle. Et il y a également 3 autres infrastructures. Il y a la salle des Tilleuls, qui est une salle de spectacle, et qui a la particularité d'avoir été designée par les villageois, par les artistes potentiels, les utilisateurs potentiels qui font partie de la programmation culturelle, en présence d'élus et du coup de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui avait pour mission finalement de faire discuter tout ce monde-là et de prendre en considération les besoins des uns et des autres. En plus de la salle des Tilleuls et de l'espace de coworking, il y a une ancienne grange qui à l'époque hébergeait des brebis. Et aujourd'hui, elle héberge plutôt des personnes qui viennent se former, qui viennent suivre des séminaires, des ateliers parfois,
Donc, c'est 2 salles de réunion d'une capacité de 40 places. Et puis, enfin, il y a la dernière brique du Jardin d'Arvieux qui est le Cantou. Donc, c'est une médiathèque, cyberbase et maison de service au public, labellisée Maison France Service aujourd'hui, qui propose un certain nombre de services à destination de la population locale, et en particulier des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Voilà. Et donc, toute cette démarche en fait, a instigé une nouvelle dynamique sur Arvieux qui a fait aussi l'objet d'une certaine notoriété du coup, pour essayer d'enrayer ce déclin démographique. Donc, ça a permis de combattre un certain nombre de problématiques, mais la démarche n'est pas terminée. Et il persiste notamment des problèmes liés à l'habitat en local et des problèmes liés à l'intégration de nouveaux arrivants dans la dynamique du territoire. Voilà. Et donc, moi, j'ai décidé, avec d'autres, parce que c'est un projet collectif, de créer l'association Bienvenue en Transition dans l'idée de résorber ce problème d'habitat et dans l'idée d'accompagner des nouveaux porteurs de projets, des nouveaux prétendants à l'installation sur le territoire, avec quand même la volonté de s'inscrire dans une démarche de transition écologique et sociale. Et donc, en fait, pour ça, on a organisé le projet en 4 axes. Donc, il y a un premier axe qui consiste à proposer des séjours pour découvrir un petit peu la vie locale. Voilà. Donc, l'idée, c'est de permettre à des personnes qui souhaiteraient venir vivre en milieu rural, finalement, de découvrir avant de s'engager ce qu'il est possible de faire, le contexte du territoire. Et donc, c'est des séjours qui vont de 1 semaine à 2 semaines. Ensuite, on a une deuxième brique qui est après découvrir, approfondir. Donc, approfondir quoi? Notamment les enjeux de la transition écologique et sociale à travers le prisme des dynamiques de territoire. On en parlait juste avant. Et c'est un peu le fer de lance de notre projet, puisque, en fait, un des axes très, très importants au sein de Bienvenue en Transition, c'est de passer un petit peu de la parole aux actes, d'être un peu dans le concret et de partager un certain nombre de constats, de connaissances un peu froides sur le sujet de la transition, mais de factuellement se dire quels sont les besoins du territoire et comment on peut, du coup, approfondir ses compétences, l'expérience accumulée pour pouvoir, par exemple, pallier la problématique que connaissent les exploitants agricoles qui, aujourd'hui, n'ont pas de repreneurs, ou les entreprises et les artisans qui ont des bonnes commandes à plus d'un an, mais qui n'arrivent pas à recruter, ou par ailleurs, le fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue santé, sur la commune d'Arvieux, on manque de personnel, etc. Donc, il y a vraiment cette idée d'approfondir et donc de mêler connaissances et expériences. Et puis, après, il y a deux autres axes qui vraiment sont orientés pour des personnes qui ont vérifié le fait qu'elles voulaient bien rester sur le territoire et du coup s'engager dans une démarche qui réponde aux besoins du territoire et de la population locale. Donc, expérimenter et s'aimer. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a souhaité solliciter InSite pour pouvoir accueillir 2 services civiques qui, du coup, eux, font un peu une expérience grandeur nature du projet qu'on voulait porter, puisque ces 2 jeunes de à peu près 25 ans qui habitaient en ville, qui avaient pour projet de travailler dans l'industrie pour un et de travailler en lien avec des universités et des écoles pour l'autre, et qui finalement viennent faire l'expérience de ce qu'est le milieu rural, le fait de vivre en cœur de village, et qui nous permettent finalement, dans une logique un petit peu d'effet miroir, d'affûter et d'affiner la proposition initiale qu'on avait imaginée pour le village d'Arvieux. Donc, cette association Bienvenue en Transition, aujourd'hui, elle s'incarne aussi à travers la gestion d'un lieu un peu emblématique qui vient compléter finalement les autres briques de service dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit du château d'Arvieux qui est en plein cœur du village et qui est à 300 mètres du jardin d'Arvieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance, et je pense que c'est assez rare pour un village de cette taille-là, d'avoir un espace de travail partagé et un espace d'hébergement partagé avec le château. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on est loin d'avoir terminé, hein, encore une fois, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même une offre assez large qui permet d'accueillir des personnes pour soit juste découvrir, passer des vacances, être dans une logique un peu de séjour apprenant, une expérience immersive, ou alors vraiment de pouvoir aussi venir travailler, de découvrir le territoire rural, mais aussi de pouvoir travailler en milieu rural et potentiellement de pouvoir rester un peu plus longtemps
dans l'idée voilà, de développer son projet ou de soutenir les actions locales. Merci beaucoup, Benoît. Du coup, est-ce qu'il y aurait des questions? N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous repérer. Gérard. Ouais, pardon, excusez-moi. Oui, rebonjour. Gérard, une question et une remarque. La question, quelles sont vos relations avec l'ADEFPAT, qui est l'association de développement par la formation, donc Tarn, Aveyron, Lot, sur le secteur, qui mise sur, pour l'enracinement dans les territoires et en lien avec les stratégies, un accompagnement formation individualisé donc, des porteurs de projets. La remarque, merci d'avoir établi la connexion avec Arvieux et le projet donc, qui s'y développe. Le maire Gilles Bounol, parce que c'est toujours important de rappeler ça et surtout de jamais l'oublier, a accueilli un porteur de projet, un entrepreneur qui cherchait un endroit pour s'implanter. Arvieux, ils ont dit OK banco. Et c'est avec cet entrepreneur et la municipalité que toute cette dynamique et avec les habitants et les acteurs du territoire s'est faite. Et la salle de spectacle, elle avait été construite par les habitants avant, et elle est en pleine rénovation aujourd'hui dans le cadre de ce que vous avez indiqué. C'est important de se souvenir de ce genre d'éléments pour bien montrer qu'un territoire qui a su inventer quelque chose, s'il sait rebondir, il conduit de grandes choses pour le XXIe siècle. C'était juste la remarque, et c'est excellent qu'il y ait cette percolation avec le château d'Arvieux. Alors, pour répondre à la question de la DEFPAT, en fait, on a bénéficié d'un accompagnement de leur part pour justement structurer le projet de l'association Bienvenue en Transition sur le château d'Arvieux. Voilà. Donc, c'est un partenaire, une des parties prenantes du projet, et on a bénéficié d'un premier accompagnement, et on est d'ores et déjà en train de réfléchir à un deuxième accompagnement pour accompagner finalement l'évolution de ce projet qui, en fait, se veut vraiment inclusif. Et donc, ça rejoint le deuxième point, la remarque que vous faisiez, qui se veut inclusif à la fois En fait, il y a à chaque fois plusieurs parties. Il y a la puissance publique, il y a la puissance privée, et il y a les villageois qui sont à l'intersection de ça. Et donc, nous, en fait, on a créé, si vous voulez, une boîte à outils qui est au service de ces acteurs-là en local. Et donc, la deuxième partie de l'accompagnement de la DEFPAT serait de voir de quelle serait la façon la plus adaptée, disons, de faire travailler ensemble ces différentes parties prenantes, quoi. Voilà. Et à l'image de ce qui a pu être fait, en effet, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, dans l'accueil de ces jeunes qui sont venus s'installer sur Arvieux, on aimerait perpétuer cette dynamique qui fait un peu... qui fait un peu la reconnaissance d'Arvieux pour toujours associer les différentes parties prenantes, parce qu'en fait, une des clés, même si on n'a pas donné de définition de la transition écologique et sociale, et je suis sûr qu'il y en aurait autant que de personnes présentes, une des clés quand même qui fait qu'on arrivera à faire quelque chose de suffisamment ambitieux, pérenne, sérieux, c'est bien l'association des différents acteurs qui, un peu partout tout le temps, en fait, ont un rôle à jouer, quoi qu'on en dise, quoi. Donc, qu'on soit élu, qu'on soit villageois citoyen, qu'on soit acteur dans le privé, porteur de projet, etc. En réalité, c'est comment mettre tout le monde autour de la table et dans les intérêts de chacun, arriver à trouver des points de convergence pour avancer dans la même direction, quoi. Et c'est à notre niveau, et il est modeste, hein, un peu l'intention qu'on a posée à travers le projet Bienvenue en Transition. Yves, du coup, vous avez levé la main également? Oui. Il parlait du déclin démographique qui n'est pas général, hein. Dans les petites communes comme nous, à 10-15 km des métropoles et des villes moyennes, il y a un arrivage massif de couples jeunes. C'est une tendance nationale d'ailleurs, qui veulent venir en ruralité. Et donc, ce n'est pas général. Il y a des endroits effectivement qui deviennent des déserts, mais il y a des endroits qui sont dynamisés par un apport de jeunes couples. Et d'ailleurs, la tendance, c'est qu'avant, ils demandaient s'il y avait une école, maintenant, ils demandent s'il y a du haut débit. Marine?
Oui, bonjour, bonjour Benoît et merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je m'appelle Marine et j'anime un podcast sur la transition écologique qui s'appelle La Graine. Et je m'intéresse beaucoup du coup aux questions sur la ruralité comme un nouveau territoire pour la transition écologique. Et du coup, je voudrais savoir par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, qui sont les personnes qui ont suivi vraiment toutes les étapes que vous proposez à Bienvenue en transition et est-ce que tu peux me dire aujourd'hui un petit peu ce qu'elles font et si elles, enfin, pour ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'ils font sur le territoire, voilà. Alors, Et ouais. Benoît, avant que tu répondes, moi j'avais une question aussi. Tu as parlé rapidement tout à l'heure sur le fait qu'on n'avait pas défini la transition sociale et écologique. Alors, tu pourras peut-être t'essayer à une définition, mais moi je voulais savoir aussi, et c'est un peu en lien avec la question de Marine, mais comment est-ce que, et si ça se vit différemment selon toi en ruralité ou en ville? Est-ce qu'il y a un enjeu particulier à vivre et à faire la transition en ruralité? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu as pu, toi, observer aussi, enfin, je sais que dans ton parcours, tu as aussi été un urbain, et si pour toi, c'est plus facile en ruralité ou pas? Ok. Merci pour vos interventions. Alors, Marine, du coup, qui sont les personnes qui ont suivi toutes les étapes? Elles sont peu nombreuses et en même temps nombreuses. En fait, il y a 6 personnes aujourd'hui encore présentes sur Arvieux qui ont pris en quelque sorte le train en route. Et ces personnes, elles ont bénéficié, disons, de conditions favorables pour faire une expérience qui, de mon point de vue, ne pourra pas se reproduire dans le futur de la même façon, puisqu'en fait, on a acquis le château d'Arvieux et on a eu la possibilité de l'habiter tout de suite. Et donc, ces 6 personnes, elles sont venues vivre sur le château d'Arvieux dans une logique d'habitat partagé. Donc, elles étaient déjà venues sur Arvieux avant pour découvrir un peu le lieu. Elles avaient, par différents intermédiaires, eu l'occasion d'approfondir les enjeux de la transition écologique et sociale et les enjeux du rural. Et on se retrouvait tous là sur Arvieux avec cette opportunité d'expérimenter une façon de vivre ensemble au château d'Arvieux dans cette logique d'habitat partagé, donc un petit peu différent de ce qu'on avait tous vécu. Moi, je faisais partie des 6. Et dans l'idée de soit rester sur Arvieux ou soit de potentiellement essaimer ailleurs. Voilà. Et donc, ces personnes, alors je peux donner les prénoms et l'âge, il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. Donc, il y a Elisabeth qui a 59 ans, elle a une carrière de mannequin et de décoratrice. Elle habitait en ville dans le nord de la France et puis elle avait entendu parler d'Arvieux, elle voulait venir expérimenter en local ce qui se passait. Il y a Christine qui a 55 ans, qui est de la région toulousaine et qui travaille dans le graphisme. Il y avait ensuite Vincent Le Foulon, 25 ans, jeune ingénieur qui sort d'école et qui, lui, avait envie de vivre d'une façon un peu différente. Et il voulait à la fois travailler à mi-temps dans une société informatique. Et donc, il pouvait le faire puisque sur Arvieux, il y a la Scope Lightis qui a été à l'origine notamment du phénomène Arvieux, qui est implanté là depuis 20 ans et qui embauche une vingtaine de personnes. Donc, il est salarié à mi-temps sur Arvieux. Et le reste du temps, il le passe à s'auto-former, à monter un peu en expérience, en compétence sur, disons, le sujet agriculture de manière générale, alimentation. Il y a ensuite Pauline Gadea, qui est consultante, qui forme notamment des bibliothèques aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a Sophie Cornier-Janin, qui arrive de Paris, qui a travaillé dans une association qui s'appelle La Fresque du Climat. Qui par ailleurs est ma compagne. Et puis il y avait moi dans le lot. Et donc, comme le disait Manu, moi, j'ai fait mes études sur Toulouse. Donc, je suis originaire de l'Aveyron, j'ai fait mes études sur Toulouse. J'ai commencé à travailler à Toulouse et puis j'ai travaillé à Paris, à La Défense. Et donc, mon souci à moi, alors, je voulais revenir en milieu rural parce que je connaissais la qualité de vie que propose ce type de contexte. J'étais très attaché à vouloir revenir, notamment par chez moi. C'est donc le village de Rignac, c'est à une heure de voiture d'Arvieux, c'est pas tout à fait là. Et en fait, moi, mon souci, c'était vraiment de passer de la parole aux actes. Et c'est justement ça le point. C'est en gros, moi, j'ai constaté qu'en milieu urbain, on était beaucoup dans une logique de parole en réalité. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Moi, je suis qui pour critiquer? Enfin, personne. Moi, je pose un constat personnel. C'est-à-dire que j'ai voulu quitter Toulouse et Paris-La Défense et revenir en Aveyron aussi pour passer à quelque chose de beaucoup plus concret, quoi. Et donc, sur la définition de la transition écologique et sociale, c'est difficile de s'y risquer.
Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être en lien avec un certain nombre d'acteurs. Ça peut être aussi des agriculteurs non conventionnels qui, quelque part, me permettent de mieux comprendre leur réalité à eux. Et au fond, je crois que tout ça est beaucoup une histoire d'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre. Mais vraiment. Et en ville, ce que je ressens, c'est qu'on est dans un niveau d'aliénation du fait de la vitesse à laquelle ça va, où on n'a plus le temps, quelque part, de vraiment comprendre la réalité de l'autre. Et je trouve qu'en milieu rural, c'est quelque chose qu'on peut faire beaucoup plus facilement. Et donc, moi, sur Arvieux, aujourd'hui, je peux discuter directement avec les élus du conseil municipal, avec mes voisins, avec les collègues du coworking, avec des porteurs de projets de passage. Là, on a par exemple Julie et Ariane qui viennent passer leur confinement de Paris sur Arvieux, etc., quoi. Et donc, c'est vraiment cette dimension humaine qui, pour moi, fait la différence. Donc, à la limite, c'est plutôt une transition sociale au service de l'écologie, quoi. Moi, c'est plutôt comme ça que je le dirais, quoi. Alors, on a eu un petit partage d'écran intempestif de notre ami Tristan Hawk. Peut-être il voulait poser une question sur l'implication d'AG2R, sur les questions d'accompagnement des acteurs de la ruralité. Je me dis, c'est peut-être ça que ça voulait dire. Tristan. Non, pas du tout. Bonjour. C'est parce que le téléphone était dans ma poche et c'est ma poche qu'on a décidé ainsi. Non, c'est parce que j'entendais tous ces exemples et je me disais, mais il faut à tout prix, nous qui nous revendiquons le groupe à fort ancrage territorial au service effectivement du bien vieillir en ruralité, il faut absolument que je diffuse largement vers nos réseaux à la fois de salariés, de partenaires, les élus avec lesquels, voilà, tout le contenu de cette émission que je trouve très, très varié aussi. Voilà. Et c'était juste ça, et c'est une erreur technique en l'occurrence. Ça nous permet de te saluer et en effet de souligner l'engagement d'AG2R sur ces questions-là et aux côtés d'Incite, en tous les cas, de façon très très forte. Oui, vraiment, l'action sociale, voilà, il tenait parce que c'est le bien vieillir, parce que c'est notre sujet, c'est l'action sociale de la retraite complémentaire, mais c'est le bien vivre ensemble. Et je crois que là, par rapport au thème d'aujourd'hui, l'écologie n'est pas que la partie développement durable, mais c'est aussi l'écologie humaine. Voilà, c'est vraiment des sujets sur lesquels on a envie de continuer à vous accompagner, ainsi que les élus et les jeunes en service civique. Merci Tristan. Peut-être juste sauf s'il y a d'autres questions, peut-être Benoît d'abord te remercier pour cette expérience et Camille aussi pour l'animation. C'est vrai qu'on voit bien qu'on est dans une période, pour le coup, vraiment de très grande transition. Ça a été dit tout à l'heure sur la place du monde agricole dans les territoires ruraux, et cette question qui arrive, qui était souvent une question un peu clivante, la question de la transition écologique, etc. On voit bien les choses changent de façon extrêmement, extrêmement rapide. L'accompagnement au changement n'est pas une chose simple. Moi, je le vois en tant qu'élu local de mon territoire, mais ça va à une vitesse absolument incroyable. Et donc, je crois que l'enjeu plus que jamais, c'est d'être en capacité de rassembler. Bien sûr que tout le monde aujourd'hui prend en considération, certains restent un peu à la marge, mais ils sont de plus en plus minoritaires de cette question agricole, de cette question de la transition écologique. Mais il nous faut rassembler et il nous faut co-construire le plus possible les uns avec les autres. Je crois que c'est un des enjeux forts des mois et des années qui arrivent. En tous les cas, merci Benoît pour cette expérience et on est très content de nous engager à tes côtés et à vos côtés sur ces questions. Je passe maintenant la parole à Elsa Chouinard, bien connue de notre réseau, puisque c'est notre organisatrice en chef. Merci bien. On a une tradition maintenant au Café de Campagne, c'est qu'on termine généralement par un plan culture. Et cette fois, j'avais envie de partager quelques influenceurs, même si j'aime pas trop ce terme, quelques gens qui font des contenus sur Instagram, sur YouTube, autour de ces questions de transition écologique et qui peuvent être motivants, inspirants, voilà. Du coup, j'en ai sélectionné 6 que je vous partage rapidement si jamais vous ne les connaissez pas déjà. Donc, pour se lancer dans sa vie plus personnelle sur ces questions de transition écologique, j'ai repéré Ça commence par moi, qui est un site fait par Julien Vidal avec 405 petites actions ou défis à mettre en œuvre au quotidien pour changer le monde à son échelle. Et puis, la chaîne YouTube Vers chez vous de Swan Périssé qui sillonne la France pour mener des chantiers de transition écologique. Donc, elle va chez ses abonnés YouTube pour faire un potager,
ou installer des panneaux solaires pour être autonome en électricité, ou construire des toilettes sèches, etc. Et c'est assez fun et ça décomplexe parce qu'elle ne sait pas forcément faire à la base et puis elle apprend en faisant. À InSite, on accompagne aussi pas mal de jardins en permaculture et du coup, j'ai repéré deux personnes sur Instagram qui donnent des conseils de manière un peu fun et qui montrent comment eux, ils s'y prennent. Donc, il y a le compte Sortez tout vert qui est animé par Julie Bernier, qui est aussi autrice d'un petit manuel pour un jardin vivant et productif et qui, avant ça, avait aussi fait un bouquin sur le zéro déchet. Et puis, il y a Nicolas Mérieux qui fait des stories sur Instagram assez délirantes où il montre un peu l'envers du décor de son potager en permaculture. Et puis, pour dézoomer un peu et pour le côté plus militant, mes recommandations, ce seraient les comptes Instagram plutôt ou sur YouTube ou sur Internet en général de On est prêt, où il y a pas mal d'interviews et des vidéos éclairantes et inspirantes qui engagent à la transition écologique. Et Partager, c'est sympa, qui est une chaîne YouTube animée notamment par Vincent Verza et qui fait des vidéos un peu plus fouillées et qui donnent envie d'agir pour changer de modèle de société. Donc ça, c'est mes petites recommandations. Je vous les mets dans le chat si jamais ça vous intéresse et si vous ne connaissez pas. Mais évidemment, il y en a plein d'autres. J'ai fait une petite sélection voilà, de ce que moi, je connais, je regarde et j'apprécie. Mais vous avez peut-être aussi des choses à partager, donc n'hésitez pas à réagir. Notamment, du coup, j'ai vu que Marine avait mis son podcast dans l'onglet discussion. Marine, si tu veux, est encore là et si tu veux nous en dire un petit mot un peu plus, tu peux évidemment prendre le micro. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent partager des contenus sur Internet sur la transition écologique, ben, n'hésitez pas. Merci Elsa. Alors moi, tout à fait, j'ai lancé un podcast en tout début d'année qui s'appelle La Graine et qui s'intéresse aux personnes, aux hommes et aux femmes qui participent à la transition écologique et solidaire. Et donc, dans ces épisodes qui durent à peu près 45 minutes, 1 heure, je m'intéresse à leur parcours, aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans leur transition personnelle, dans leur découverte des enjeux sociaux, environnementaux et aujourd'hui, comment ils ont modifié leur quotidien, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, pour être un peu plus alignés avec leurs valeurs. Et du coup, on aborde des différents sujets, que ce soit la parentalité, l'alimentation, le temps. Voilà, donc un épisode par mois et voilà. Merci. Je vois que dans le chat, il y a aussi quelqu'un qui conseille, Julie qui conseille le podcast La Traverse. On avait accueilli Solène de ce podcast dans un de nos précédents cafés de campagne que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et puis Yannick qui dit à ne pas mettre entre toutes les mains, mais qui conseille le professeur Feuillage qui fait des chouettes vidéos aussi. Je lis le podcast 2030 de Glorieuse du même Julien Vidal. Le podcast Oser, il y a plein de suggestions. Je pense que je mettrai ça dans le petit mail récap, comme ça vous aurez tout sous la main et vous pourrez explorer tout ça selon vos intérêts respectifs. Donc si vous voulez en partager d'autres par écrit, allez-y. Et puis Thibaut, du coup, je te rends la parole pour terminer. Merci beaucoup Elsa. C'est vraiment au cœur de notre projet, ça, de participer à faire connaître les initiatives et de nous inspirer les uns et les autres d'initiatives intéressantes qui se font sur des sujets très, très transverses et très différents autour des questions de nos territoires ruraux. Parce que c'est là que ça se joue, on le sait bien, hein, une ruralité ouverte, généreuse, qui vient en appui des territoires urbains pour rééquilibrer un peu notre société et d'aller vers un équilibre un petit peu plus serein, parce que dans les territoires ruraux, nous posons un certain nombre de questions qui sont tout à fait essentielles. Le rapport à l'autre, le rapport à l'environnement, le rapport au travail, le rapport à la consommation, à l'agriculture sont des éléments qui sont tout à fait essentiels. Vous avez été plus de 50, je crois que c'est un record aujourd'hui qu'on vient de passer dans notre café de campagne. Donc, je vous en remercie vraiment très chaleureusement. Je vous donne rendez-vous le 27 mai à 13h où nous parlerons d'un sujet tout à fait essentiel
qui est la question de la fraternité. Parce qu'on a besoin plus que jamais peut-être aujourd'hui de parler de fraternité. Et donc nous aurons des expériences, des initiatives là encore extrêmement intéressantes. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à adhérer à InSit. On ne l'a jamais dit, mais vous pouvez tout à fait adhérer à notre réseau. Vous allez sur le site internet d'InSit et vous pourrez aussi participer à notre aventure qui grandit. Petit objet non identifié il y a encore 2 ans où nous mettions nos premiers jeunes en service civique dans le Gers, le Lot et la Haute-Garonne. Eh bien, nous allons être bientôt à près d'une centaine de jeunes en service civique dans une 50aine de villages dans 6 régions de France. Voilà, donc c'est une belle aventure qui se veut au service de ceux qui font, au service de vous tous, qui êtes au rendez-vous d'une société peut-être un peu plus différente et peut-être un peu plus joyeuse. Voilà, en tous les cas, c'est tout ce que nous souhaitons. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis, merci infiniment. Ça nous touche beaucoup de vous avoir compté si nombreux aujourd'hui. Et on se dit donc au 27 mai à 13 h, ici sur le même canal. À très très bientôt et vive la ruralité. Tu as mis ton partage d'écran avec ça. Ah oui. Ça recommence encore. La grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSit. Génial, merci. Je ne sais pas ce que c'est que ce partage. Je sais pas ce que c'est que ce partage d'écran. C'est bizarre, hein, ça fait 2 fois. Bon. Non, mais là, c'était j'ai bien vu, mais c'est bien, tu as raison. Tu as raison, Tristan. Non, mais je me disais, parce que bon, tu m'as écrit, puis on a. Et ça, c'est dommage quand on ne voit pas ta tronche, tu vois, on passe à côté de quelque chose. C'est parce que je bouge, j'arrête pas de bouger, mais je suis là, voilà. Ah, bah c'est voilà. parce que je bouge tout le temps, je ne vais pas vous donner mal au cœur. Ouais. J'essaye de rester en bonne santé en bougeant. Bon, bravo les amis. Non, vraiment, je me disais, c'est vraiment super. Non, celui-là était, enfin, ils sont tous bien, mais celui-là, je trouvais qu'il y avait une variété de témoignages.